La soirée se termina ainsi, entre rires gras et inquiétude familiale, sous le regard vigilant de Germaine Lebrun, la mère, la chef, la tornade de Rosemont. Chapitre 1. La poussière et les ancêtres. Bienvenue dans le sanctuaire de Germaine Lebrun. Si vous vous attendiez à un salon de thé paisible ou à un manoir tiré à 4 épingles, vous avez fait fausse route dès le premier tournant de l'avenue. Ici, la vie ne se contente pas de passer, elle bouillonne, elle déborde et, parfois, elle vous éclabousse un peu au visage. La maison des Lebrun est un univers en soi, régi par des lois qui échappent à la physique conventionnelle mais qui répondent parfaitement à la logique implacable d'une femme qui a élevé 6 enfants à la force du poignet et avec une langue bien pendue. En ce mardi matin, l'air était chargé d'une odeur de cire d'abeille et d'une légère pointe de désespoir domestique. Germaine, vêtue de sa robe de chambre fétiche, s'attaquait au salon avec une énergie que certains qualifieraient de maniaque, mais qu'elle préférait appeler de la simple survie élémentaire. Elle brandissait son plumeau comme une épée de chevalier partant en croisade contre les infidèles de la saleté. C'est alors qu'une voix, ou plutôt un gémissement ancestral, s'éleva du fauteuil au fond de la pièce. C'était grand-papa. À 92 ans, l'homme semblait faire partie intégrante du mobilier, une sorte de relique vivante qui, de temps à encore, émettait des plaintes sur le fonctionnement du monde ou de son propre métabolisme. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa » demanda Germaine sans ralentir la cadence de son plumeau. « Ça fait 3 jours que je ne dors pas, Germaine » grommela le vieil homme d'une voix qui ressemblait au craquement d'une vieille porte en chaîne. « 3 jours » répliqua-t-elle avec une moue ironique. C'est sans doute parce que tu as peur de manquer le début de la fin. Allons, je faisais juste un petit peu de ménage, là. J'étais justement à ce point de prendre une petite pause, tu sais. Elle s'arrêta un instant, observant un grain de poussière qui osait encore flottant dans un rayon de soleil. Germaine aimait dire qu'elle faisait le ménage comme si c'était une mission divine, ou peut-être un trouble obsessionnel compulsif mal diagnostiqué. Elle s'adressa à elle-même, ou peut-être au public invisible qu'elle semblait toujours avoir en tête. « Bonne tailleule, je suis bien sale » murmura-t-elle en s'inspectant. « Il faudrait que je me nourrisse. »« Hey, prends ça, je suis bien sale. » Soudain, un souvenir lui traversa l'esprit comme un éclair. Elle se tourna vers la porte de la cave, restée crosse. Ça fait que j'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui, se dit-elle avec une pointe de culpabilité vite balayée par l'agacement. La cohabitation avec grand-papa n'était pas un long fleuve tranquille. C'était plutôt une série de rapides dangereux avec quelques chutes d'eau imprévues. Germaine se souvenait d'avoir élevé 6 enfants toute seule, une prouesse qui aurait dû lui valoir une médaille olympique de la patience, mais aucun d'entre eux ne lui avait donné autant de fil à tordre que cet ancêtre têtu. « Ferme-toi, moi » s'auto-rémonstrat-elle. J'ai élevé 6 enfants tout seul, mais on n'a pas un mordu qui m'a donné autant de troubles que toi. Elle reprit sa bataille contre la poussière, ses pensées dérivant vers une visite récente. Monsieur Curie-Saint-Pierre était passé l'autre jour. C'était un homme qui aimait observer, un inspecteur autoproclamé de la vertu et de l'ordre public. Il avait regardé la maison avec ce petit air supérieur qui agaçait Germaine au plus haut point. Il m'a dit, « Madame Lebrun, vous et le bon Dieu, vous tenez une morte d'une belle-mêle » raconta-t-elle en imitant la voix mielleuse de l'homme. « Ah, j'ai dit, merci beaucoup, Monsieur Curie, merci beaucoup. » Mais dans le secret de son cœur, Germaine avait une autre réponse, une de ces répliques qui restent bloquées derrière les dents pour éviter les incidents diplomatiques. Elle se disait que si le bon Dieu s'occupait seul de ce bordel, les anges auraient sûrement besoin de vacances prolongées et d'une solide thérapie de groupe. Le ménage était le fil conducteur de sa vie. Elle ne l'avait pas choisi, c'était lui qui l'avait trouvé, dès l'âge de 10 ans. C'est à cet âge qu'elle avait épousé Roger Lebrun. Un mariage éclair, motivé par une affection soudaine et une condition médicale que Germaine aimait appeler avec humour la maladie de la grossesse. « Je me suis mariée à cause d'une maladie qui s'appelle la grossesse » expliqua-t-elle à la poussière. Le lendemain, Bean, t'as su le ménage. Le cycle était immuable. La vie apportait le chaos, et Germaine apportait le balai. Mais au-delà de la saleté physique, il y avait aussi le désordre émotionnel de ses enfants, et particulièrement celui de sa fille unique, Carole.
La porte d'entrée s'ouvrit, laissant entrer une bouffée d'air frais et la silhouette de Carole. La jeune femme semblait porter sur ses épaules toute la fatigue du monde moderne, un contraste frappant avec l'énergie volcanique de sa mère. « Allô, maman » lança Carole. « Allô, ma belle » répondit Germaine en jetant un coup d'œil vers le fauteuil. « Grand-papa a l'air tout calme, tu trouves pas? »« Bin oui, hein » s'étonna Carole. « Je sais pas pourquoi. » Germaine haussa les épaules. Peut-être qu'il économisait ses forces pour sa prochaine crise de 4 heures. Mais elle avait des préoccupations plus immédiates. Elle avait remarqué que sa fille s'était pomponnée plus que d'habitude. « Et, grosse date à ce soir, toi » lança-t-elle avec un clin d'œil malicieux. « C'est pas une date, maman » soupira Carole. « C'est juste un petit verre tranquille. » « Un petit verre tranquille » répéta Germaine avec un rire incrédule. « Ça, c'est ce que tous les hommes disent. Les autres, ils pensent que la vodka est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. »« Maman, s'il te plaît » s'offusqua Carole, bien que le sourire qui étirait ses lèvres trahisse un certain amusement. « Tu peux bien rire » insista Germaine, « mais tu vas finir par me le dire. » Une seconde, tu es en train de siroter un pina colada, et la seconde d'après, tu as les 2 pieds jetés dans les étriers, et il y a le docteur qui crie « Ne poussez pas vers vous le 10. » J'ai compris, maman, j'ai compris, coupa Carole pour arrêter le flot d'images gynécologiques. T'es bien mieux. Germaine soupira, un mélange de tendresse et d'inquiétude masqué par sa rudesse habituelle. Elle proposa un café, mais Carole était déjà pressée. La jeunesse était toujours pressée de courir vers des déceptions ou des miracles, alors que Germaine, elle, préférait rester là, à polir son royaume de bois et de souvenirs. « T'as déjà peur que ça, il va arriver en retard, lui aussi » murmura Germaine alors que la porte se refermait derrière sa fille. « Et après ça, il va venir trop vite. » Tu parles de ne pas avoir peur, là. Elle se retrouva seule avec grand-papa et ses pensées. Elle n'était pas qu'une ménagère, elle le savait. Elle tenait un kiosque au marché, vendant des fruits et des légumes avec une autorité qui faisait trembler les clients les plus indécis. Elle se considérait comme une femme d'affaires, une guerrière du quotidien qui ne laissait personne taponner sa marchandise sans raison valable. L'autre jour, une cliente avait un peu trop tâté ses bananes. Germaine n'avait pas hésité. « Ça, madame, c'est une banane, pas une bisoune » lui avait-elle lancé. Elle ne viendra pas plus grosse parce que vous la tentez. C'était ça, la vie de Madame Lebrun. Une lutte constante pour l'ordre, pour la dignité et pour s'assurer que ses enfants ne se perdent pas trop dans les méandres de l'existence. Et au milieu de tout cela, il y avait Bruno, son fils, qui semblait toujours être sur le point de s'effondrer ou de faire une bêtise. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, il restait encore un coin du buffet à dépoussiérer, et grand-papa n'avait pas encore réclamé son bouillon. La journée ne faisait que commencer chez les Lebrun, et comme d'habitude, elle promettait d'être tout sauf tranquille. Chapitre 2 – Entre bananes et cœurs brisés. Le marché de quartier était le 2e royaume de Germaine Lebrun. Si sa maison était son château, son kiosque de fruits et légumes était son champ de bataille. Là, elle régnait sur une pyramide de pommes, des régimes de bananes et des cajots de tomates avec la poigne d'un général romain. Pour Germaine, vendre des carottes n'était pas un simple commerce, c'était une performance théâtrale où chaque client était soit un allié, soit une cible. Elle aimait l'effervescence du matin, le bruit des camions de livraison et les commérages qui circulaient plus vite que les billets de banque. Elle se considérait comme une femme d'affaires accomplie. Après tout, gérer un inventaire de denrées périssables tout en surveillant les mœurs de la paroisse demandait des compétences intellectuelles que bien des ministres pourraient lui envier. Ce matin-là, alors qu'elle ajustait un panneau indiquant la promotion de la semaine, une silhouette familière s'approcha. C'était Bruno, son fils, son trésor, celui qui semblait porter la mélancolie comme un accessoire de mode permanent. Il avait l'air d'un chien battu qui aurait perdu son os et l'adresse de sa niche. « Allô, mon trésor » lança Germaine avec une affection débordante. « Salut, maman » répondit Bruno d'une voix traînante. « C'est quoi la promotion cette semaine ?»« Des burgers » annonça-t-elle avec fierté. « Je leur donne bien, hein. »
Regarde, Bruno, regarde. Boum, 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 boum. Elle fit mine de manipuler des galettes de viande imaginaires avec une dextérité surprenante. Mais Bruno ne souriait pas. Ses yeux restaient fixés sur ses chaussures, comme s'il espérait y trouver les réponses aux grands mystères de l'univers, ou au moins le numéro de téléphone d'une nouvelle copine. « Bon, qu'est-ce qu'il y a, là, mon trésor » demanda Germaine en s'arrêtant net. « Pourquoi il est triste, mon grand? Est-ce que Winnie a besoin de sa maman? Tu n'as pas encore des problèmes avec la police, au moins? » Ben non, mais... C'est Geneviève, bafouilla Bruno. Ah, la belle Geneviève, soupira Germaine, le ton changeant instantanément. Elle a cassé, n'est-ce pas? L'écœurante est toujours à y aller. Maman, c'est pas une écœurante, tenta de défendre Bruno, sans grande conviction. Qu'est-ce que tu as fait? Insista Germaine, les mains sur les hanches. Elle ne t'a rien fait, c'est juste que quoi? Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler, maman. Je comprends, dit-elle en hochant la tête, avant d'ajouter immédiatement, qu'est-ce que tu as fait? Maman, j'ai pas envie d'en parler. S'écria Bruno, au bord de l'exaspération. Germaine savait quand il fallait battre en retraite, ou au moins quand il fallait changer de tactique. Elle lui proposa un biscuit, un de ces célèbres biscuits à la mélasse qu'elle appelait des pâtes douces, affirmant que ce était le remède universel contre les ruptures amoureuses et les crises existentielles. Bruno prit le biscuit et s'en alla, toujours aussi abattu. Germaine le regarda s'éloigner, le cœur un peu serré. Elle savait que son fils était un grand sensible, un trait de caractère qu'il ne tenait certainement pas d'elle, mais peut-être de son défunt père qui pouvait pleurer devant une publicité pour de la nourriture pour chat. Plus tard dans la soirée, le calme était revenu dans la maison, ou du moins un calme relatif. Carole était rentrée de son fameux verre tranquille, l'air aussi fatigué qu'au départ. Elle s'était installée à la table de la cuisine avec une pile de livres de psychologie. Germaine l'observait avec une admiration qu'elle ne montrait que rarement. « Pas capable de dormir, maman, » dit Carole sans lever les yeux de ses notes. « On fait trop pour Bruno et Geneviève. » Carole, commença Germaine d'un ton inhabituellement doux, je dois avouer que tu m'impressionnes. Étudier, en plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, tu es vraiment persévérante. C'est sûr que je suis biaisée, tu es ma fille unique, mais celui qui va avoir la chance de te mettre le grappin dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. Pas pire, hein, ajouta-t-elle pour elle-même. Pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule. Carole sourit légèrement, touchée par ce rare moment de vulnérabilité maternelle. Mais la conversation revint bien vite sur le terrain brûlant de la vie sentimentale de Bruno. Germaine ne pouvait pas s'empêcher de vouloir intervenir, de vouloir réparer les pots cassés avec sa propre colle, souvent un peu trop forte. « Qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève » se demanda-t-elle à haute voix. « Oh, maman, je pense qu'on est mieux de se mêler de nos affaires et de les laisser gérer ça tout seul » conseilla sagement Carole. Mais avant que Germaine puisse répondre, une voix familière s'éleva de la pièce voisine. C'était encore grand-papa. « Je me sens pas bien, Germaine, » se plaignit le vieil homme. « T'as 92 ans, » répliqua Germaine avec sa franchise légendaire. « C'est normal que tu te sentes pas bien. À ton âge, se sentir bien, c'est généralement un signe qu'on est déjà au ciel et qu'on n'a pas encore reçu la facture. »« Maman, » intervint Carole, peut-être que grand-papa est mal pour vrai. On ne devrait pas prendre de chance, on devrait appeler le docteur Lépine. Le docteur Lépine, s'exclama Germaine. Il charge 100 piastres de la chouette en dessous de la table. Il revient cher, le grand-père. Heureusement qu'il est assuré pour ses funérailles, au moins on ne perdra pas d'argent sur le long terme. Maman? Cria Carole, choquée par l'humour noir de sa mère. D'accord, je vais l'appeler, ton docteur, céda Germaine. Tout ça, c'est à cause de sa maudite perruche. Sa perruche? Demande Carole, confuse. Oui, il l'a trouvée morte ce matin. C'est ça, il doit être triste. Qu'est-ce que tu veux? Avec sa perruche morte, il est sûr qu'il n'est pas chez les Alice. Avec un peu de chance, il va la rejoindre bientôt.
Elle se dirigea vers le téléphone, marmonnant des calculs sur le coût des soins médicaux versus le prix d'un cercueil en pin. Chez les Lebrun, même la maladie était une affaire de comptabilité et de sarcasme, mais au fond de ses yeux, Germaine cachait une inquiétude qu'aucun plumeau ne pourrait jamais effacer. La vie continuait, avec ses deuils d'oiseaux et ses cœurs d'hommes brisés, et Germaine était là pour s'assurer que tout le monde garde la tête hors de l'eau, même si elle devait pour cela les pousser un peu brusquement. Chapitre 3 – Le thermomètre de la discorde. L'arrivée du docteur Lépine dans la maison des Lebrun était toujours un événement comparable au passage d'une comète, on savait que ça allait coûter cher et qu'on en parlerait pendant des semaines. Le médecin, un homme qui semblait avoir appris la compassion dans un manuel de mécanique, entra dans le salon avec sa trousse noire et un air de supériorité qui fit immédiatement dresser les poils de Germaine sur ses bras. « Il charge 100 piastres de la chouette » chuchota Germaine à Carole alors qu'elle ouvrait la porte. « Pour ce prix-là, j'espère qu'il apporte aussi le miracle. »« Madame Lebrun, je suis ici pour examiner votre beau-père, » annonça le docteur d'un ton monocorde. « Prenez votre temps avec lui, docteur, » répondit Germaine. « Il n'est pas au SEDA. »« C'est juste une question de temps, n'est-ce pas grand-papa? »« Est-ce que tu es prêt à mourir ?» Le vieil homme, affalé dans son fauteuil, émit un son qui ressemblait